Bonjour à toutes et à tous. Nous remercions les intervenants d'avoir accepté notre invitation. C'est un très grand plaisir. Et aussi, nous remercions les publics d'être là. Nous sommes Clarisse Guibert, Maëlys De Winter et Natalia Barbosa et nous sommes étudiantes en M2 Conseil historial. Et dans le cadre de ces colloques, nous allons animer cette table ronde qui a comme thème quelles évolutions des agences de communication face aux enjeux contemporains de la RSE. Donc, dans un contexte des constantes transformations et qui exige encore des précisions, une enquête réalisée par Kantar Insights a montré que communiquer sur les engagements RSE permet à une marque d'améliorer de plus de 30% l'opinion sur sa désirabilité parmi les Français. Et d'après une étude d'Adenton, dans les agences de communication et de marketing, 84% d'entre elles mettent déjà en place un plan d'action de RSE et 67 ont déjà obtenu de labels ou de certifications concernant cet aspect, ce qui montre l'accélération de tel engagement. Cependant, les impacts, les enjeux de la RSE et ainsi les critères pour l'évaluer au sein d'une entreprise restent encore méconnus ou parfois vagues. Merci Natalia. Alors, pour mieux comprendre les enjeux RSE et l'évolution du comportement des entreprises, en particulier dans le secteur de communication, je pense que c'est important qu'on revienne en arrière, étudier un peu les fondamentaux. Et en fait, on va réaliser que l'origine de la notion remonte au début des années 30, quand les entreprises vont d'elles-mêmes finalement prendre une responsabilité au sein même de leurs entreprises. Tout d'abord, donc une responsabilité d'abord interne. Et c'est le juriste Berle et l'économiste Mintz qui ont attiré l'attention en fait sur les risques inhérents à la séparation entre la propriété et la direction des sociétés cotées dans leur livre The Modern Corporation and Private Property, publié en 1932. Et alors, ils avaient mis en évidence la nécessité de contrôler les dirigeants et de préserver l'intérêt des petits actionnaires. Donc, c'est donc d'abord dans l'intérêt de l'entreprise que cette notion de responsabilité sociale est apparue. Et c'est ensuite avec la Seconde Guerre mondiale que cette notion de responsabilité s'étend à la société, parce que la crise de 1929 économique a déconsidéré en fait les grandes entreprises et celles-ci, pour retrouver leur prestige vis-à-vis de la société, ont participé à l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale en développant aux États-Unis un paternalisme un peu de l'entreprise, un paternalisme qui s'est fondé sur des mouvements à l'époque religieux protestants qui se développaient à l'époque pour préserver les entreprises du capitalisme, du socialisme et du syndicalisme. C'est ensuite plus tard que l'économiste Bowen a su décrire toute cette évolution et structurer les approches théoriques en matière de RSE dans son livre Social Responsibilities of the Businessman, publié en 1953. Puis ensuite, on sait que dans les années 90, il y a une conscience écologique et la notion du développement durable qui apparaît. Et enfin, dans les années 2000, les dirigeants s'en emparent, comme l'ont dit tout à l'heure Zakaria et Océane, lorsque la Commission européenne, dans son livre vert, propose une définition communément admise. Voilà, donc vous l'avez dit tout à l'heure, hein, mais l'intégration par les entreprises de préoccupations sociales, environnementales, économiques dans leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. Avec ces définitions, des contraintes juridiques apparaissent et tout ça enclenche un mouvement de transformation dans le monde de l'entreprise, dans le secteur de la communication et avec eux les agences. Des initiatives récentes racontent un peu ce mouvement. On peut d'abord parler des syndicats, on l'a mentionné pendant l'introduction et aussi pendant l'entretien juste avant. Mais par exemple, l'AAC, donc l'Association des agences conseillers en communication, a créé une commission RSE pour répondre aux enjeux du Grenelle de l'environnement, qui est donc l'une des premières contraintes juridiques en France. Ce même syndicat a conçu un outil pour légitimer et donner de la visibilité aux démarches RSE au sein des agences, qui est le label RSE Agence Active, qui a aussi été mentionné plus tôt. À ce jour, donc, il y a 102 agences conseils en communication qui ont été labellisées. Et enfin, d'autres actions récompensent les démarches responsables dans le secteur de la communication. On pense notamment au Grand Prix Stratégie de la communication d'engagement, créé il y a peu, qui valorise, je cite, les stratégies de communication les plus engagées au niveau social, sociétal et environnemental, celles qui contribuent à une prise de conscience collective. Donc nous pensons que chacune de vos agences participe à cet effort collectif et c'est pourquoi votre parole compte et nous intéresse. Et donc on va lancer la présentation des intervenants avec cette question. Comment vos agences ont pris part à cette évolution de la profession et quels défis reste-t-il à relever ? Alors tout d'abord, nous vous présentons Audrey Buffière, directrice de ECDI.
une agence de communication responsable fondée en 2001 qui accompagne le déploiement du secteur associatif sur le web et priorise, au-delà de la qualité de ses créations, une démarche éthique, sociale et responsable. De cette même agence, nous vous présentons Audrey Vidcock-Laporte, responsable de l'assurance qualité et directrice de la coordination du groupe CTRLA, contrôle A, pardon, dont fait partie SEDI. Vous deux avez une expérience de plus de 10 ans liée au numérique responsable, donc vous avez beaucoup à nous en parler. Et bonjour Madame Vigne, Anne. Vous êtes directrice de stratégie et de la RSE au sein de la Net Squad, une agence de communication digitale spécialisée dans le conseil en stratégie numérique, dans la création de contenu et dans l'animation de communautés en ligne. Depuis 2019, vous dirigez la stratégie de l'entreprise et depuis 2022, vous gérez également la responsabilité sociétale des entreprises. Avec plus de 10 ans d'expertise dans la communication digitale, vous êtes experte de l'analyse stratégique, de la transformation des entreprises par le storytelling, de la production de contenu engageant. Depuis 2022, vous intégrez également des considérations éthiques et durables dans vos projets, contribuant ainsi à un avenir plus juste et plus équitable. Nous discuterons avec vous du rôle de votre agence auprès des clients. Nous recevons aussi donc Laurence Vignon, présidente de l'agence Ici Barbès. Vous êtes aussi enseignante au sein de notre master, le conseil éditorial. Vous nous enseignez la réflexion stratégique ici à la Sorbonne Université. Ici Barbès revendique une philosophie, donc la science des gens. En résumé, du côté de la science, la communication a besoin de data et de performance, mais la science est indissociable d'une connaissance intime et précise des gens. Le comprendre, c'est mieux communiquer. Dans la continuité de cette conviction, vous avez donc une offre appelée eBeCare. Pourquoi cette offre et quel lien on peut effectuer avec la RSE? Vous nous répondrez tout à l'heure. Et enfin, nous recevons Florian Gambardella, donc directeur du planning stratégique de l'agence Pintank. En parallèle, vous êtes aussi enseignant chez nous, au sein de notre master conseil éditorial, ici à Sorbonne Université. Vous nous enseignez la conception web et la gestion de projets web. Vous occupez aussi à l'ISCOM cette fonction d'enseignant, donc cette école de communication et de publicité. Et chez Spintank, vous dites que communiquer, c'est changer le monde. Donc comment en accompagnant des organisations engagées dans la transformation de la société. Donc quels impacts les agences peuvent avoir ou doivent-elles avoir sur la société? Nous en discuterons tout à l'heure. Merci encore d'être là. Maintenant que les présentations ont été faites, on va passer à la table ronde. Et pour vraiment développer cette discussion, nous allons commencer avec notre première question qui sera dédiée à Audrey Bouffier et Audrey Vidcock-Laporte. Votre agence SEDI met en valeur la responsabilité associée au numérique, qui c'est un sujet assez récent. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie le numérique responsable et aussi pourquoi vous avez choisi ces partis pris et qui doit être une agence responsable et comment définissez-vous la responsabilité de votre agence? Merci. Alors effectivement, la notion de numérique responsable, c'est un concept qui est relativement récent, qui a peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça, qui fait suite à un constat, à savoir que le numérique est aujourd'hui responsable de 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc c'est vrai que les entreprises du numérique se sont questionnées sur leur impact et comment réduire leur impact. Donc le numérique responsable, ce n'est ni plus ni moins que se questionner sur comment réduire l'impact environnemental, social et économique du numérique et surtout concevoir des services numériques qui soient au service des citoyens, au service de ces publics et pas seulement des services qui pourraient être superflus. Donc vraiment réfléchir dans une logique de sobriété. Voilà. Après, au niveau de nous, au niveau de notre agence, on y est venu assez naturellement parce que ça faisait déjà, depuis la création en fait de l'agence, qu'on s'intéresse aux problématiques et aux thématiques, on va dire, d'impact social en fait du numérique de manière directe et indirecte. Parce qu'on adresse déjà le secteur de l'intérêt général, vous l'avez dit tout à l'heure, associations, fondations, mais pas que, également secteur public. Et dans ce contexte-là, on a vite été confronté à la problématique de concevoir des services numériques qui soient accessibles au public à qui on les destinait. Concrètement, quand on a commencé par exemple à travailler pour des associations comme la FM Téléthon, avec des publics donc en situation de handicap, la question s'est posée de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les sites qu'on développe répondent aux problématiques d'usage de nos publics.
Et donc, autour de ça, il y a un sujet qui est l'accessibilité numérique, qui est entériné aujourd'hui autour d'un référentiel, le RGA, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et donc, ce référentiel-là nous a d'emblée, en fait, orientés sur notre manière de concevoir les services, de les développer, voilà, sur toute la chaîne, en fait, des métiers du numérique qui composent l'agence. Et en fait, de cette réflexion autour de l'accessibilité numérique, on a un petit peu aussi tiré les fils avec différents acteurs, différentes autres agences du secteur, et on s'est rendu compte que la problématique, elle était plus large, et qu'elle concernait la qualité. C'est-à-dire que finalement, se poser la question de rendre un service accessible à tous ces publics, c'est en fait une démarche c'est un pan finalement de la réflexion, mais il y a une démarche qui est un petit peu plus globale, qui porte sur la réflexion autour de la qualité. Penser des services qui soient qualitatifs, qui répondent véritablement, on l'a dit, à des besoins, etc. Et en fait, c'est ces mêmes acteurs avec lesquels on travaille et on collabore et on réfléchit depuis de nombreuses années, autour desquels en fait on a co-construit l'Institut du numérique responsable, qui aujourd'hui est vraiment un organisme. Alors c'est la fusion de Green IT, enfin Audrey on reparlera tout à l'heure, mais c'est la fusion de différents groupes en fait de travail qui réfléchissaient autour de l'accessibilité, de la qualité, puis de l'impact environnemental des services numériques. Autour de ça, en fait, on a pris conscience que c'était nécessaire finalement de penser l'impact environnemental et donc comme un sujet à part entière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la démarche dans laquelle on s'inscrit au niveau ECDI et les différentes entités qui collaborent autour de l'Institut du numérique responsable, c'est d'en faire un vrai sujet de société, de pouvoir bâtir un référentiel autour de ça, de pouvoir le porter sur les entreprises du secteur et justement de limiter le greenwashing. Parce que le fait d'avoir un référentiel, ça permet aussi de marquer une différence entre un service qui serait véritablement éco-conçu, sobre, versus un service qui ne le serait pas. Donc on pense que l'aspect justement légal et réglementaire, c'est aussi une manière de faire avancer la perception du sujet et surtout la mise en œuvre, la conduite du changement, la formation des équipes pour pouvoir vraiment s'orienter de manière efficiente dans la conception de produits qui seraient plus sobres et qui réduiraient leur impact sur l'environnement. Je te passe. Oui, alors, en fait, en tant que responsable assurance qualité chez ECDI, mais aussi depuis peu directrice de la coordination du groupe Controla, donc c'est le groupe dont fait partie ECDI, c'est des passionnés de l'innovation du numérique qui ont une envie aussi, depuis toujours, et c'est dans l'ADN de ECDI, et dans l'ADN des différentes agences, d'être profondément impliqués dans la question du sens. Et donc le sens, c'est justement ce qui a été dit aussi par l'intervenante avant, c'était de faire avant de communiquer. Et donc l'un des tournants qui est en train de se faire chez nous, c'est justement d'avoir officialisé ce groupe Controla et de commencer à communiquer sur tout ce qu'on fait. Parce qu'on se rend compte que justement, il y en a d'autres qui prennent la place alors que ils ne sont pas aujourd'hui autant impliqués qu'on peut l'être. Et c'est vraiment travailler sur un engagement. Comme le disait Audrey, au même titre qu'il y a le RG2A, nous on est convaincus que en passant par un référentiel, une norme, une obligation via l'État, les choses vont aussi bouger dans notre industrie et vraiment inspirer ce changement. Donc en s'associant les uns avec les autres et en travaillant au sein du numérique responsable et à la création notamment du RGESN, au même titre que nous avons travaillé par ailleurs avant avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, on a envie de pouvoir mettre aussi de quantifier et de contrôler qu'est-ce que le numérique responsable et pas uniquement dans un discours qui ne peut pas être quantifié quoi justement. Donc on a vraiment à cœur de faire ça, de aussi convaincre que l'innovation et la durabilité c'est possible, créer des solutions numériques qui vont donc répondre aux besoins et pas seulement
Donc faire le choix aussi de nos clients, faire le choix des personnes à qui on répond, faire le choix de dire non aussi des fois, puisque peut-être que le site qu'on nous demande de faire ne répond pas à un réel besoin ou juste une envie furtive. Et donc accompagner aussi nos clients à se poser les bonnes questions et à savoir pourquoi ils veulent un nouveau service numérique. Est-ce que finalement on ne peut pas juste retravailler ce qui est déjà existant, le faire autrement, rationaliser. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est comme ça qu'on s'engage, en tout cas, au-delà aussi de ce qu'on fait en interne. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, le travail aussi, je rejoins ce qui a été dit avant, d'arriver à mettre des mesures de ce qu'on fait en interne, parce que voilà, ça fait partie aussi de nos combats au sein de CEDI et du groupe, de travailler sur l'intégration, quelle qu'il soit, des personnes. C'est très difficile à notre échelle, on n'est pas un grand groupe, on est une petite, enfin ECDI, on est une 50aine. Si on est tous ensemble, on est une 100aine. C'est très compliqué pour nous d'investir aussi, d'avoir une personne responsable du RSE. En soi, on est tous multicasquettes dans notre groupe. Mais d'arriver à quantifier réellement et de ne pas partir dans juste du ressenti, c'est hyper important et c'est assez compliqué à notre échelle à mettre en place. Donc, on est preneur, on a eu beaucoup de choses qui étaient très intéressantes qui sont dites depuis tout à l'heure. Effectivement, c'est vrai que j'ai répondu plus sur la question un petit peu globale du numérique responsable et de l'engagement, on va dire, de notre structure sur cette thématique-là spécifiquement. Juste, effectivement, le numérique responsable, c'est donc, on a parlé de la conception de services numériques et donc plutôt orienté sur l'éco-conception, mais c'est aussi comment faire en sorte que le numérique soit un levier d'inclusion sociale. Alors, on l'a dit, effectivement, développer des applicatifs qui permettent à tous les publics, quelles que soient leurs conditions de consultation, d'y accéder, c'est un aspect important. Mais c'est aussi comment le numérique peut amener vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Donc, effectivement, des personnes en situation de handicap, mais pas que. Des personnes qui sont aussi en reconversion sur certains parcours de vie. Et c'est vrai que c'est aussi une démarche qui nous est chère depuis la création de l'agence. Sur le volet inclusion sociale, le fait de former des publics, de les amener vers l'emploi de manière durable, etc. C'est aussi très marqué dans notre ADN au quotidien. Avec des personnes en stage, en alternance, avec effectivement, on a créé aussi donc une entreprise adaptée. Enfin, on a essayé différentes manières justement d'intégrer des publics en situation de handicap au départ au sein de l'agence. Et en fait, on s'est rendu compte, on a aussi tâtonné, on apprend en faisant, que ça marchait pas complètement et donc qu'il fallait une structure qui était vraiment différente et adaptée. Donc, on a créé une entreprise adaptée qui s'appelle Numérica, qui est une des entreprises du groupe et qui embauche plus de 80% de personnes en situation de handicap. Donc voilà, on a différents efforts sur lesquels on travaille, on tâtonne en effet, et la démarche, elle est vraiment, je pense, pour une petite entreprise. Alors effectivement, vous parliez tout à l'heure de quantification des différents leviers. Je pense qu'on est un peu moins dans une démarche à travers ce formalisme-là. J'aimerais bien qu'on y vienne parce que ça nous permettrait de mieux mesurer. Et je pense que c'est un des efforts sur lesquels, avec la création de Contrôla, qui a vraiment vocation aussi à mutualiser les efforts des différentes entreprises qui sont parties prenantes. Je pense qu'on va réussir aussi à y arriver en mettant tous nos efforts un petit peu en commun pour aller dans une démarche un petit peu plus formelle par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et du coup à communiquer mieux aussi autour de ce qu'on fait. Merci beaucoup. On voit que la RSE a différents aspects, qu'elle se décline aussi dans le rapport agence-client. Une problématique rencontrée par Anne Vigne et votre agence, la Net Squad. Selon vous, comment l'agence de communication peut promouvoir un engagement durable, sociétal, environnemental et éthique vis-à-vis des clients ? Quel est le rôle généralement des agences et de votre agence en particulier auprès des clients ? Merci. Alors oui, effectivement, c'est une vaste question. Ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est l'idée de rapport et de relation. Parce que les relations, ça va dans les deux sens. Donc, on a parlé avec Caroline du rôle de conseil et d'influence de l'agence de communication auprès de ses clients. À vrai dire, pour nous, le sujet de la RSE et notamment du label, c'est aussi quelque chose qui est venu à l'inverse beaucoup de nos clients.
C'est-à-dire que on travaille beaucoup pour le secteur public et donc les appels d'offres auxquels on répondait, il y avait de plus en plus une demande de prouver, donc ça c'est le réglementaire qui vient driver la politique de l'entreprise, donc de venir prouver nos engagements environnementaux, sociaux, sociétaux, etc. Donc en fait c'est dans ce contexte-là que notre agence, et je pense que ça a été le cas de pas mal de mes camarades aussi, on s'est senti un peu investi et obligé, entre guillemets, de structurer notre politique RSE, qu'on est venu à mettre en place un label, le label RSE Agence Active, hein, qu'on est nombreux là autour de cette table à avoir obtenu. Et encore une fois, ce qui est positif dans ce label, c'est que, comme le disait Caroline, il y a un label qui nous permet aussi d'être adapté à la réalité de nos métiers. C'est pas juste une note qui vient récompenser, ou certifier entre guillemets un certain nombre de choses qui sont propres à l'intégralité d'une activité économique, mais qui est aussi très spécifique à la réalité des métiers de la communication. Donc voilà, donc en fait ce rapport agence-annonceur, il y a le rôle de conseil de l'agence évidemment, mais il y a aussi une relation de dépendance entre guillemets économique entre le client et son prestataire, qui fait que quand le client commence à demander des preuves des engagements de ses fournisseurs, nous en tant que fournisseur, en tant que prestataire, on est obligé de s'aligner. Donc ça c'est la première chose. Et puis après, en fait c'est positif parce qu'évidemment, moi je parle en tant que responsable RSE, j'ai l'argument qu'il me faut pour aller voir ma direction et pour dire oui, maintenant il faut que tu t'engages, etc. Donc tes mots un peu creux, il faut vraiment les mettre en place, il faut les structurer, il faut les accompagner, etc. etc. Donc ça c'est plutôt très positif. Donc voilà, donc après, pour rentrer un peu dans le détail de ce que ça recouvre, cette responsabilité, il y a la responsabilité un peu au sens RSE classique, qui est donc la responsabilité en tant qu'entreprise, donc notre responsabilité environnementale, sociale, sociétale. Ça, on va dire, c'est le niveau 0, c'est la base, quoi. Après, en tant qu'agence de communication, il y a notre responsabilité, encore une fois, et pour moi, c'est ça que ça devient le plus intéressant d'un point de vue stratégie d'entreprise, c'est-à-dire que notre responsabilité en tant que métier de communicant, et donc comment est-ce qu'on fait pour transformer nos métiers de communicants, et comment est-ce qu'on fait pour utiliser notre pouvoir d'influence auprès de nos clients pour les aider à se transformer eux, parce que faut être lucide, c'est quand même eux qui ont de l'impact. Je veux dire, le vrai impact social, sociétal, vu le poids économique qu'ils ont, c'est pas nous, agence de 50, 100 personnes, c'est l'annonceur, c'est Danone, etc. Il y a des questions d'ordre de grandeur aussi qu'il faut garder à l'esprit. Donc ça veut dire passer d'une posture de je fais du conseil en stratégie de communication à en fait je vais aller chercher en fait c'est le changement de la communication en tant que telle, c'est-à-dire que la communication c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, hein, donc on en a beaucoup parlé de cet alignement entre les actes et les paroles. Et donc ça, nous, en tant qu'agence de communication, c'est justement monter en compétence sur ces questions, qui sont plus des questions métiers, des questions d'ingénieurs, justement, et être en mesure de vérifier que l'équipe com ne s'est pas laissée un peu illusionner par ce qu'elle raconte, et être capable de dire, en fait, quelles sont vos sources, quelles sont les preuves derrière ce que vous racontez, et est-ce que c'est solide, est-ce que c'est tangible, parce que aujourd'hui, il y aura pas on fait plus de cadeaux à la com, justement, de se tromper, de dire en fait on savait pas, on s'est trompé, donc voilà. Donc nous, ça nous fait monter en compétence aussi à ce niveau-là, et je pense que c'est intéressant. Le troisième point sur la responsabilité, je pense qu'il y a aussi il y a cette dimension un peu conseil, etc. Il y a aussi dans la méthode. Et donc là, c'est effectivement, je crois que vous allez beaucoup en parler cet après-midi, l'éco-conception, l'éco-production, l'influence responsable, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour que nos produits de communication, quels qu'ils soient, vidéo, web, campagne, aient un impact au mieux limité, c'est-à-dire un impact qui ne soit pas négatif environnementalement parlant, et au pire, non pardon c'est le contraire, au pire non négatif et au mieux positif. Et donc ça c'est
enfin, nous, on est agence de contenu. Donc, il y a toute cette thématique autour des nouveaux imaginaires qui devient très, comment dire, sur laquelle on communique beaucoup aujourd'hui. Il y a cette convention des entreprises pour le climat qui se fédère et qui se mobilise autour de cette problématique des nouveaux imaginaires. Donc, quand on fait des contenus, quand on fait même des campagnes de communication, les contenus changent le monde. Les contenus façonnent le monde tel qu'on le voit. Donc c'est sûr que, encore une fois, quand on change la manière dont on construit nos récits et quand on propose des histoires différentes de celles qu'on a l'habitude de lire, de voir, d'écouter, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose vraiment de profond chez les gens. Et enfin voilà, moi je suis convaincue que ça a le pouvoir de faire changer beaucoup de choses en profondeur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et enfin, la dernière chose, on en a parlé aussi avec cette histoire de Havas et Bicorp, Shell, etc. Le choix des clients. Effectivement, c'est clair que c'est la question à 3 000 € là, que tout le monde se pose et qu'à chaque fois qu'on en parle, il y a un petit moment de... Bon, alors oui, on est tous d'accord pour... Enfin, il y a des réponses qui sont faciles. Philippe Maurice, le grand Satan, bon bah oui, évidemment, personne n'a envie de travailler pour Philippe Maurice, mais ça, à la limite, enfin, je veux dire, il y a un truc qui est tellement évident que c'est même plus une question. Là où ça devient intéressant, et c'est pour tous les autres. Et en fait... nous, on s'est posé la question à la NetSquad, par exemple, récemment, un exemple récent, c'était BYD, constructeur de véhicules électriques chinois. Et en fait, on s'est rendu compte que le truc le plus intéressant, c'était de pouvoir débattre en interne, parce que chacun a un point de vue différent sur la question. Moi, j'étais par exemple, personnellement, j'étais plus pro. Je me disais, bon, bah voilà, véhicule électrique, faut sortir du fossile, faut sortir du thermique, on y va, c'est positif. Et j'avais une collègue qui me disait, bah, elle était plutôt contre, et elle, son argument, c'était chinois, travail forcé des Ouïghours, etc. Et ça s'entend aussi. Et puis, il y avait une troisième personne qui me disait les problèmes des mines de lithium, etc., etc. Donc, c'est le problème de la batterie en tant que telle qui doit nous poser question. Et donc, alors, on a fait une réponse de Normand, hein, on n'a pas dit non, on y est allé. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé important, c'était de pouvoir se poser la question en interne avant. Et ça, c'est peut-être le truc un peu spécifique à la NetSquad. On est une agence avec un ADN très politique. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que l'espèce de mini débat démocratique qu'on a eu dans la problématique en fait de est-ce qu'on répond ou pas à cet appel d'offres, c'était ça qui était le plus riche, parce que en fait, ça nous a permis de creuser le problème et de pas rester juste à un stade de morale. Est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et donc de confronter nos points de vue, et du coup de commencer à problématiser un peu la question et en creux de préparer aussi les arguments qu'on allait pouvoir avoir face à notre client quand on allait rentrer dans le cadre de notre relation avec eux, et de se dire en fait qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui vont vous venir sur cet aspect-là, justement, travail ouïghour, etc., etc. Donc voilà, en fait, nous, notre réponse face à cette fameuse question, ça a été de se dire, dans notre grille, on a une grille de go, no go pour les différents appels d'offres. Hein. C'était, effectivement, on aurait bien aimé avoir une réponse toute faite de, côté RSE, ça coche pas la case, donc on s'interdit d'y aller. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas réaliste. Donc en fait, on a mis un critère qu'on a appelé un peu sincérité, et qui est plus de l'ordre de la responsabilité, mais qui est de l'ordre de sincérité, et en fait, qui nous force, quand on décide de répondre ou pas à un appel d'offres, à se dire, en fait, à interroger la démarche. Et à se confronter ensemble à la réalité des arguments, la solidité justement des actions qui sont mises en place par l'entreprise, etc., etc. Et voilà. Et après, encore une fois, je pense que là aussi, je pense que c'est peut-être plus une question de conviction individuelle. Et je ne sais pas s'il y a une réponse toute faite à faire à cette grande question. C'est que il y a le côté
part du problème et part de la solution. Et parce que bon, c'est vrai qu'en discutant avec des collègues, et surtout des collègues avec moins d'expérience du monde de l'entreprise, il y a beaucoup de le côté ah non, moi je travaille pas pour ce client. On a eu le cas de figure pour McDo qui était un peu ah bah non bon ok sauf que et j'entends très bien hein, le discours et je serais pas très loin d'y adhérer hein, le discours ils auront beau dire ce qu'ils voudront, ça sera toujours un truc pour enrober, et en fait ils font quand même avant tout partie du problème. Oui, sauf que moi je trouve que si on raisonne en termes d'impact, en fait, McDo, au-delà de leur posture morale, quelle qu'elle soit et quel que soit ce qu'on en pense, leur impact, il est énorme. Et donc, en fait, se limiter à se dire, on va travailler que pour des startups qui font des insectes, ok, c'est sûr que eux, ils sont 100%, ils cochent toutes les cases et tout, sauf que, en fait, ils vont toucher une micro-portion de la population, et donc leur impact, il va être, alors évidemment, il faut les soutenir, il faut les accompagner, il faut qu'ils grandissent, mais en fait, l'impact que vous avez quand vous travaillez pour McDo, et l'impact qu'a McDo quand il change un micro-truc de sa démarche, il est énorme, et donc on ne peut pas se passer de travailler avec ces gens-là, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que je pense que ça nous pousse aussi dans nos retranchements, et ça nous pousse aussi à nous poser des questions un peu de au-delà de ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais, et voilà, c'est un peu ma conclusion, c'est que je trouve que l'importance que prend la RSE aujourd'hui pour les consommateurs, pour les clients, pour la réglementation, etc., c'est une chance pour le secteur de la communication, parce que ça nous fait passer justement du côté du faire. Et je pense qu'on a tous été frustrés à un moment de se dire on fait de la communication, on fait que de la parole, et maintenant on revient enfin sur le côté en fait je peux agir, et voilà, c'est ça que je trouve très chouette, donc voilà, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Bravo. Merci beaucoup pour cette réponse, c'est très intéressant. C'est à toi. Oui, donc merci beaucoup de votre intervention. Donc on vient de parler de la relation agence-client et de l'inscription de la démarche RSE dans ce rapport-là. On a parlé avant de social, et du coup ça nous donnait envie de poursuivre avec Laurence Vignon, présidente d'ici Barbès. Vous, votre agence, vous mettez en avant le CARE, donc le prendre soin dans la communication. Pourquoi ce parti pris, et en quoi cette notion peut-elle rejoindre la RSE ? Et bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invitée. Pour aller directement, et peut-être en lien avec ce que vient de dire Anne, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se poser la question sur certains sujets qui peuvent en tout cas prêter à réflexion au sein des agences. J'ai un exemple en tête parce que je pense qu'il est partagé, c'est celui d'EDF. Il y a quelques années, on interrogeait beaucoup le fait de travailler avec EDF à l'aune de son rôle dans le nucléaire et dans le parc nucléaire français. Aujourd'hui, vous voyez bien que le prisme de la question a complètement changé et évolué, et donc on s'interrogera peut-être différemment. Et d'ailleurs, il y a eu récemment une actualité qui elle-même a posé la question des collaborateurs d'EDF et de leur participation à un projet. Mais une question un jour et peut-être pas la même question un autre jour. C'est des sujets qui évoluent très vite et sur lesquels évidemment, il convient de s'interroger en permanence. Pour revenir sur votre question sur le CARE, très sincèrement et très honnêtement, c'est un point de vue d'agence, c'est une façon de parler de nous. Et il nous a semblé que ce mot était quelque chose qui, de manière assez globale, définissait bien l'agence ici Barbès. Autour de 3 choses. La nature de nos clients, il se trouve qu'on a des clients qui sont plutôt des clients acteurs de la santé, de la sobriété énergétique, des clients institutionnels, et par capillarité, c'est vrai qu'un sujet en appelant un autre, ça nous semblait être un mot, le CARE, qui définissait assez bien le rôle qu'on avait en tant qu'agence auprès de ses clients. La deuxième chose,
c'est bien sûr le projet de l'agence et ses engagements, avec la définition d'un territoire RSE. On a 2 étoiles au label RSE, agence active. En fait, pourquoi on en est fiers? C'est parce que aussi, nous, on a une histoire un peu particulière. C'est qu'on a fait longtemps partie d'un grand groupe de communication. On parlait de Publicis, en l'occurrence, c'est le groupe TPWA, mais peu importe, et qu'on a pris la décision d'en sortir. Donc voilà, c'est un peu particulier. En général, les agences indépendantes se font racheter. Nous, on a pris la décision de sortir du groupe dans lequel on était pour plein de raisons qui sont pas aujourd'hui forcément passionnantes, mais c'est comme ça. Et surtout, ça nous donnait les coups des franches pour un projet entrepreneurial qui n'appartenait qu'à nous. Et bien sûr, il nous a semblé que c'était particulièrement important de nous attaquer sur ce projet, évidemment, de façon très volontariste au sujet de la RSE et de caractériser notre projet. Il se trouve qu'en plus, on aménageait dans des nouveaux locaux, donc il fallait que ces locaux, pour nous, aient une empreinte carbone la plus neutre possible. Bref, il y avait plein de choses qui nous permettaient directement de partir sur un projet RSE assez fort. Et ce projet, et je rejoins aussi le point de Caroline, il a été évidemment mené par quelqu'un qui est directement dans mon équipe, qui est le directeur général de l'agence, qui fait partie de la commission RSE à la ACC et qui a vraiment un vrai point de vue et de vrais engagements sur la RSE. Donc ça nous a évidemment facilité la tâche, parce que c'est vrai que dans des PME, dans des structures moyennes, s'attaquer au sujet de la RSE, honnêtement, faut pas se voiler la face, c'est du boulot, c'est vraiment du boulot, et qu'il faut à la fois évidemment définir les sujets sur lesquels on a envie d'aller, mais aussi, et on l'a évoqué plein de fois, les mesurer, les quantifier. Et c'est vrai que pour nous, la RSE, c'est bien sûr une façon d'exprimer les valeurs de l'agence et de les transformer en actions concrètes et mesurables. On y revient. Autour de 3 choses, on vous en avait un peu parlé, merci, mais évidemment, quand on a un peu comme motto la science des gens, le premier pilier pour l'agence, c'est les gens. Et il y a des sujets, évidemment, autour de l'égalité homme-femme. Nous, on a particulièrement soigné les sujets autour de l'accueil, la façon d'onboarder à l'intérieur de l'agence les collaborateurs, que ce soit des alternants ou des nouveaux collaborateurs. L'attention aussi qu'on leur porte au quotidien. On évalue sans arrêt les sujets de qualité de vie au travail. Ça, c'est le premier pilier de notre stratégie RSE. Le deuxième pilier, c'est bien sûr le respect de l'environnement, à la fois nos locaux, mais évidemment de nos façons de vivre et la façon aussi dont on traite notre bilan carbone et nos pratiques. On l'a évoqué, tout ce qui tourne autour de ce qu'on va adresser aux clients sur l'éco-conception, l'éco-production, etc. Et enfin, le troisième pilier, c'est notre façon d'être et notre façon d'agir. Évidemment, et on revient encore sur le point du lien avec le client, agir en agence responsable, c'est proposer à nos clients une offre en lien avec nos valeurs. Et c'est aussi mettre du temps et de l'expertise à des sujets qui parfois sont moins visibles, des sujets très visibles avec des grandes entreprises. Et on est plutôt, compte tenu de notre historique, une agence à, on va dire, grand compte pour le dire vite, mais on est aussi une agence qui consacre du temps, on voudrait le faire de manière assez cohérente, c'est-à-dire sur la durée, à des sujets plus sociétaux, pour employer un grand mot. On accompagne depuis 3 ans une association qui s'appelle Sine Qua Non, qui a organisé il y a 15 jours, vous en avez peut-être entendu parler, un grand running à la Villette, et qui travaille sur la réhabilitation de l'espace public, surtout pour les femmes, et autour des violences sexistes et sexuelles adressées aux femmes dans l'espace public, et en particulier celles qui font du sport. Et donc cette cause, on la soutient et on met notre expertise au service de cette cause en ce qu'on appelle pro bono dans notre métier, c'est-à-dire de façon gracieuse.
Voilà un peu ces piliers. Et dans ce pilier un peu sur notre façon d'être et d'agir, on retrouve le care. Le care, c'est vraiment cette idée de se dire en fait comment on peut parler de notre attention au monde sur un champ très très vaste. Alors c'est vrai qu'on l'a un peu marketé, vous en avez parlé à travers une offre qui s'appelle Ici Barbesquer, mais finalement, même si c'est pas directement un mot de la RSE, on peut facilement faire le lien. Donc, comment vous définissez le care et quel lien on peut apporter avec la RSE? Alors finalement, le care, ça encapsule les sujets de QVT, d'environnement, d'inclusivité. C'est quelque chose autour du mieux vivre ensemble. C'est universel, c'est autour du bien commun, de prendre soin les uns des autres. Et c'est en ce sens qu'on peut le relier à la RSE. La RSE rassemble toutes nos façons, en fait, de mieux faire attention au monde dans lequel on vit. Dans l'éthique du care, Fabienne Brugger parle d'une caring attitude, une façon de renouveler le problème du lien social par l'attention aux autres, par le prendre soin, le soin mutuel, le souci des autres. Et finalement, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le care est créateur de valeur. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on prend mieux soin des gens, quand on est plus attentionné vis-à-vis d'eux, et ben finalement, on peut attendre d'eux des comportements, des changements d'attitude. On peut en faire un levier pour que eux-mêmes soient plus attentifs à l'évolution de leurs pratiques, à la façon dont ils agissent, etc. Donc voilà un petit peu autour de la façon dont on peut servir du care dans la communication. C'est un sujet qui est un sujet d'actualité. Je vous ai apporté, parce que c'était, comme je savais que j'avais cette intervention aujourd'hui, c'était à la une d'un encart de Libé hier, du care à l'ouvrage, pour vous dire que c'est un mot qui est vraiment employé de manière un peu générique dans pas mal de sujets sociétaux. Ça, c'est pour le volet communication, comment faire un levier dans la communication, mais c'est aussi pour nous-mêmes en tant qu'agence quelque chose qui nous invite, et on en a parlé, à faire mieux. En fait, nous-mêmes, agence, on doit faire mieux. On doit faire mieux parce que quand on fait pas très bien, vous en avez parlé aussi au début de cette introduction, on est très vite attaqué. Donc la puissance qu'on ne soupçonnait pas du compte Instagram Balance ton agency, qui est vraiment un lanceur d'alerte sur les mauvaises pratiques des agences, nous invite à faire mieux parce qu'on a un sujet de fait, et peut-être en lien d'ailleurs, d'attractivité. Donc on doit aussi tout mettre en œuvre pour montrer que les métiers de la communication, et en particulier la façon de les exercer en agence, sont des métiers désirables, des métiers dont doivent avoir envie les jeunes. Et j'espère que au sein du master et dans l'enseignement qu'on peut pratiquer quand on est dans des agences, on y contribue. Et aussi, il y a quelque chose autour de la valeur qu'on crée, et c'est important aussi de travailler, c'est un des grands sujets aussi de la ACC, c'est quelle est la valeur que constitue et à laquelle contribuent les agences, et ce dont on a besoin surtout, c'est de la reconnaissance de cette valeur, de la reconnaissance de la valeur que créent les agences de communication auprès des annonceurs. Donc finalement, il y a une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury qui a beaucoup réfléchi au care, en particulier dans le monde des soignants, mais le care demande, et c'est un peu une évidence dans nos métiers, je pense, en tout cas moi je suis très convaincue de ça, que le care demande de l'empathie, de la confiance et du temps. Et donc ce temps-là, on l'a peut-être pas forcément, mais il faut y travailler. Et justement, peut-être que dans le monde actuel, on n'en a pas du temps. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe à parler du care dans la communication, alors que la communication peut pousser à la consommation, créer des débats et peut potentiellement pas faire avancer les choses dans le bon sens? C'est déjà aussi des thématiques qui ont été abordées au cours des autres interventions. Et nous, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la communication doit accompagner le changement. Et que la communication est un des leviers forts et très utiles pour accompagner ce changement. Donc, on parlait de l'automobile.
au-delà de s'interroger sur l'évolution du modèle de fabrication et d'utilisation de l'automobile, de la façon dont la publicité peut contribuer à dire certaines choses. Il y a aussi l'État qui participe d'atténuer les messages. Maintenant, il n'y a plus une campagne auto qui signale pas pour les trajets courts, privilégier la marche. Je l'ai noté parce que la marche ou le vélo, pensez à covoiturer au quotidien, prenez les transports en commun. Bref, de redonner aux consommateurs aussi des messages sur l'évolution de leurs pratiques et de leurs comportements. Donc c'est vraiment cette espèce de tension entre le business et la façon de pratiquer un business responsable sur laquelle on s'interroge en permanence. Et je pense que ça va être le dernier point de vue sur la façon dont la communication peut faire évoluer ou travailler sur les sujets de citoyenneté, sur les sujets de comportement. La façon dont nous, en tant qu'agence, on a de travailler ça, c'est de se dire on doit participer d'un monde plus vivable. On doit travailler, et le CARE dit ça aussi en sociologie, à perpétuer, réparer le monde afin qu'on puisse y vivre aussi bien que possible. Et il y a un peu de travail. Vous avez dû voir l'étude de l'ONU Oxford en fin de semaine dernière, ou début de cette semaine, sur le bonheur dans le monde et le classement de la France. On est 27e. Donc voilà, tout ce sujet du CARE, c'est aussi faire en sorte que on soit tous acteurs et responsables d'un monde plus vivable. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez fait une transition parfaite pour notre dernier intervenant. Donc on a pu parler lors de cette table ronde de la dimension sociale, de la dimension environnementale, mais aussi de la dimension, avec vous notamment, sociétale. Et c'est une part très importante dans une démarche et dans une réflexion RSE. Et c'est notamment le cas de l'agence Spin Tank que vous représentez, Florent Gomard est là. Et donc, selon vous, les agences de communication doivent-elles jouer un rôle dans la société? Et si oui, quels impacts peuvent-elles ou doivent-elles avoir? Merci, bonjour à tous et à toutes. Comment dire, alors, c'est une question à la fois très large. Je viens après un panel de personnes qui sont des compagnons de route, on va dire, soit parce qu'on a des projets en commun, soit parce que, bon, on est peut-être parfois concurrents, mais compagnons de route malgré tout, je pense, sur l'envie, en fait, même, je trouve ça intéressant sur les arguments qui ont été portés, en fait, d'une certaine manière, vous m'avez tout spoilé, et même parfois avec les mêmes mots, et je trouve ça, en fait, assez rassurant, donc, donc je vais essayer, justement, à partir de cette question large, sur, justement, la question de l'impact des agences de com, faire une réponse, bien sûr, donner mon point de vue, et aussi de reconnecter un petit peu aux enjeux de la RSE. En partant peut-être de ce que vous avez dit au début, quand vous parliez de Spin Tank, quand vous avez présenté Spin Tank pour la première fois, vous aviez dit qu'on portait l'idée que communiquer, ça change le monde. Alors, c'est un peu grandiloquent. En fait, à vrai dire, c'est même une sorte de boutade. En fait, c'était une baseline qu'on mettait pour un de nos magazines d'exploration qu'on appelait Spin-off, donc justement avec cette logique d'à côté, mais qui part en fait d'un double côté, en fait, déjà, et qui, derrière la boutade, justement, a un fond qui peut être un point d'accroche. Le premier, c'est que c'est une sorte de réponse à l'accusation qu'on entend parfois, qui est de dire c'est que de la com. C'est que de la com, qu'on entend parfois dans le milieu des politiques, le milieu du journalisme. Ça signifie c'est vain, c'est du vent, c'est du mensonge. Et dire communiquer change le monde, en fait, c'est déjà dire que, qu'on le veuille ou non, en fait, communiquer, c'est créer du commun. Communiquer, c'est agir dans l'espace public. Et donc, toute action dans l'espace public change le monde. Donc, la deuxième référence, en fait, c'est une sorte de clin d'œil à Hannah Arendt qui dit qu'en gros, le monde, c'est l'espace commun dans lequel on évolue et que l'action politique, en fait, c'est justement ce qui évolue justement dans le monde. Donc, en fait, communiquer, c'est au sens propre de l'action et c'est quelque chose qui vient impacter notre monde partagé commun. Donc, en fait, communiquer, ça change le monde, c'est presque une sorte d'appel à se dire, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il va y avoir des évolutions positives ou négatives, à nous de faire en sorte que dans nos métiers, on essaye d'avoir le meilleur impact possible. Donc ça, c'est l'accroche. Et pour continuer un petit peu sur ce point et reconnecter ce sujet qui paraît très large à des enjeux un peu RSE, j'aimerais revenir sur la notion de scope, en fait. Donc c'est quand on fait
quand on fait de la comptabilité d'émissions carbone, en fait, on a plusieurs, on va dire, catégories en fait de comptabilisation des émissions qui s'appellent des scopes en bon anglicisme. Et il y a 3 scopes. Le premier, c'est celui des émissions directes. Donc vous êtes une agence de communication, c'est vraiment en fait les émissions d'équivalent CO2 liées au fait de vos activités propres, donc créer la campagne, etc. Le scope 2, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes liées aux consommations d'énergie, donc en fait c'est l'électricité que vous consommez pour produire vos activités. Et le scope 3, c'est celui qui est le plus complexe et peut-être le plus intéressant quand on fait de la communication, c'est celui des autres émissions indirectes, terme un peu vague. Mais vous allez comprendre si je prends un exemple, par exemple un aéroport, donc en dehors du corps de la communication, peut se dire neutre en carbone s'il prend en compte seulement les scopes 1 et 2. C'est-à-dire on peut dire qu'il est construit selon les meilleurs standards et qu'il est alimenté seulement avec des énergies renouvelables. Mais il ne peut absolument pas dire qu'il est neutre en carbone s'il prend en compte le scope 3, ce que devrait faire toute entreprise un peu sérieuse, parce que le scope 3, ça consiste à prendre en compte le fait qu'il y a des avions qui décollent et qui atterrissent dans un aéroport, ce qui est quand même un petit peu la base. Donc à ce point de vue, ça, on peut l'élargir comme manière de penser à l'ensemble de la RSE, je dirais. Prendre en compte en fait l'impact direct de nos activités et l'impact indirect, c'est-à-dire surtout quand on fait de la communication, ce que vont faire nos clients avec les campagnes qu'on leur propose. Sur le plan direct, il y a quand même des choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Il y a bien sûr sur le plan environnemental de la RSE, il y a énormément de sujets à mettre en place, d'amélioration des pratiques. Malgré tout, on parlait des ordres de grandeur tout à l'heure. Il faut quand même se rendre à l'évidence que si on est juste ultra vertueux sur ce qu'on fait en tant qu'agence, c'est facile parce qu'en fait, on est un métier de conseil, on n'a pas d'usine, en fait, on a quand même des activités qui, par définition, sont peu émissives, en tout cas par comparaison avec les autres secteurs de l'économie. Donc se limiter juste à ça, c'est un peu mentir, quoi, je pense. Même si c'est très nécessaire. Hein. Le deuxième plan, c'est quand même le plan social. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit concernant l'attractivité des métiers de la communication, notamment à ICI Barbès. Il y a quand même des choses à faire, là, pour le coup. Clairement, il y a quand même un sujet en fait, d'attractivité générale et d'amélioration, je pense, du cadre social, sachant que les marges de manœuvre ne sont pas toujours simples. Je pourrais dire 3 axes potentiels en fait, dans nos métiers. Et l'idée, c'est toujours faire mieux. Hein, voilà. Mais il y a quand même 3 défis à relever en fait, dans nos métiers. Le premier, c'est qu'on est un milieu de cadre avec une très forte employabilité, et donc en général quand ça se passe pas très bien, plutôt que d'essayer d'améliorer la situation en interne, les gens préfèrent partir en fait. Donc c'est le turnover, la variable d'ajustement, ce qui est positif pour ces personnes parce qu'elles trouvent mieux ailleurs, et qui est négatif parce que ça empêche parfois de se poser les bonnes questions en interne pour améliorer les pratiques. Le deuxième, c'est qu'on est un métier... Alors le deuxième, attendez que je le retrouve. Le deuxième, c'est qu'on est un métier de sous-traitance, de prestataires de services, et c'est toujours compliqué en fait d'améliorer les choses quand on est dans ces milieux-là, parce qu'on est en fait assez dépendant finalement des donneurs d'ordre. On est très sujet en fait au retournement de conjoncture, et donc c'est difficile de mettre en place des démarches sur le long terme, même si on essaie de le faire. Et beaucoup d'agences essayent de le faire avec la meilleure volonté du monde. Le troisième, c'est qu'on est un milieu de PME et que voilà, le dialogue social et les marges de manœuvre dans les milieux de PME sont toujours plus compliqués que dans les milieux de grands groupes avec plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Il y a moins de moyens pour améliorer les choses d'une certaine manière. Malgré tout, il y a énormément de choses à faire. Et si sur l'impact interne, il y a quelque chose à faire, il est peut-être plus sur le plan social, je pense, en ce moment, que sur le plan environnemental, même si bien sûr, il faut faire énormément de choses sur le plan environnemental. D'ailleurs, on en parle souvent ensemble sur des projets de sites web, etc. Mais voilà, le vrai enjeu, je l'ai dit, c'est quand même la question de l'impact indirect, en fait. Que vont faire nos clients ? C'est un exemple que je prends parfois en cours, enfin si vous en souvenez, c'est de faire cette espèce de retour un petit peu historique en disant qu'en fait c'est un sujet qui est vieux comme le débat public, même pas vieux comme la communication, c'est vieux comme le débat public. Hein. Dès l'Antiquité grecque, en fait c'est l'opposition entre Socrate et les sophistes, entre Socrate et le sophiste notamment Gorgias, sur la question de la légitimité du fait de vendre l'art de la parole, en fait, de vendre l'action, de vendre la capacité de convaincre des gens. En fait, c'est la légitimité d'être un mercenaire des mots, si je schématise un petit peu. Et ça, c'est une question fascinante. Et c'est une question qu'on continue en fait de se poser et qui recoupe en fait les questions qu'on disait, qui ont été évoquées. Hein, avec qui on travaille, comment on travaille, etc. Donc avec qui on travaille, c'est peut-être la question première. Et comme ça a été dit, chez Spintank, on dit qu'on accompagne les gens qui transforment la société, qui sont engagés dans qui mettent leur pouvoir d'agir dans la transformation de la société. C'est une manière de dire qu'on ne veut pas travailler qu'avec des ONG et des services publics, qu'on veut aussi travailler avec des entreprises qui nous semblent engagées dans des transformations positives. Bon, vous voyez déjà, la formulation est relativement claire tout en étant complexe. Et quand on rentre dans le moment de faire justement la fameuse grille de go, no go qu'on a tous, je pense, pour savoir si on y va, est-ce qu'on va pas sur un sujet, on met en place des choses, mais c'est jamais simple.
est-ce qu'on peut considérer qu'il est acceptable, par exemple, d'accompagner un client avec lequel on n'est pas d'accord, mais pour lequel on considère qu'il est légitime malgré tout, qu'il les voit dans le débat public, et avec un idéal démocratique derrière qui consiste à dire je suis pas d'accord avec vous, mais quand même, bon, je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire, mais voilà. Autre exemple, est-ce qu'on considère qu'on est légitime à accompagner, ou qu'il est acceptable d'accompagner un client dont certaines activités nous gênent, mais de l'accompagner sur des filiales ou des activités qui nous semblent aller dans le bon sens, que ce soit juste cette filiale, de manière un peu indépendante des autres, ou comme dans une démarche un peu transformative, en fait, sur l'ensemble des activités du groupe. Ça rejoint un petit peu les discussions qu'on avait plus généralement sur la stratégie RSE et accompagner ce genre de choses. Moi, ce que je pense, c'est que, et c'est ce qui a été dit, hein, c'est pour ça que j'ai l'impression de redire, mais c'est bien je pense, d'enfoncer le clou, en fait. C'est de dire qu'il y a 3 niveaux, en fait, de débat là-dessus. En interne, il y a des méthodes à mettre en place, et il y a le débat, qui est extrêmement important, je pense. Au niveau sectoriel, c'est très important qu'on ait des associations comme la ACC, comme le Club des communicants, ou même des créations un petit peu ad hoc. Hein. Par exemple, nous, on a créé une sorte de rassemblement d'agences autour d'un produit qui s'appelle Contrôle-C pour suivre les émissions et mesurer les émissions carbone en fait, de nos activités. Bon, après, c'est toujours le problème en fait, des alliances sectorielles, c'est qu'elles n'engagent que les gens qui veulent bien s'engager. Mais elles ont le mérite d'exister et elles peuvent faire boule de neige. Et enfin, le troisième niveau qu'on a aussi évoqué, c'est le niveau légal qui est important. Et on évoquait la loi E20, on n'a pas évoqué, mais on pourrait parler de l'interdiction de la publicité pour les combustibles fossiles. Tout ça, ça peut paraître parfois symbolique, ça fait débat sur le moment, mais quand c'est adopté, c'est passé. Et on ne le voit plus. La pub pour les combustibles fossiles, on se dit on fait jamais de pub pour le pétrole, mais c'est pas vrai. En fait, quand on était jeune, on voyait beaucoup de pubs pour les camping-gaz, pour ce genre de choses. Bon, ça c'est interdit maintenant, vous voyez. Et c'est pas si mal, voilà. C'est un pas, en tout cas. Ça, c'est avec qui on travaille. Et il y a la question de comment on le fait. Quels moyens. J'ai quelques exemples intéressants pour montrer qu'en fait, pareil, on peut se dire, bon, nous, on porte un concept qui est celui de la sincérité, qui paraît être un peu bisounours quand on le dit, mais qui en réalité est très simple, qui consiste à dire qu'il faut mettre en adéquation ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et du coup, c'est une manière différente de dire ce qui a été dit jusqu'à présent. Mais même quand on dit ça, c'est pas toujours simple. J'ai des exemples qui sont assez intéressants et qui alimentent le débat. Par exemple, Ryanair, donc aviateur low cost qui n'est pas réputé pour ses grands engagements green, en fait, avait fait une prise de parole justement green dans les années 2020, autour des années 2020, pour dire en gros, parmi nos engagements d'amélioration, on va acheter des avions plus économes en énergie dès qu'ils existeront. Là, tout de suite, critique, backlash total de Jean-Marc Jancovici, donc influenceur écologiste, qui dit ouais, c'est bien sympa. Voilà une promesse qui engage, de s'engager dans le futur à utiliser quelque chose dès qu'il existera, s'il existe, et considérer que c'est un engagement au présent. Vous voyez ? Donc il y a comme ça, en fait, tout de suite, la question de la méthode. Ou deuxième méthode, alors intéressante parce qu'elle a un double aspect. Une matière qui a été, pour un client, ça a été, enfin, pour un acteur de la société, ça a été considéré comme très négatif. Pour l'autre, assez salué. Et c'est intéressant de voir qu'en fait derrière il y a la même méthode. TikTok, donc qui craint d'être interdit aux États-Unis et qui donc a sur ses applications mis en place en fait une notification disant allez activer votre représentant local, sénateur, élu à la Chambre des représentants, de manière à lui demander en fait de ne pas voter en fait cette loi d'interdiction. Enfin, c'est pas une loi d'interdiction, c'est une loi d'obligation de vente à un acteur états-unien. Là, tout de suite, ça a été vu, et je pense en partie à raison, comme un appel au harcèlement, parce qu'en plus, il y a des représentants qui sont retrouvés à être appelés plusieurs dizaines de fois par minute, pas par heure, par des personnes qui ne savaient pas trop de quoi il en retournait d'ailleurs, et qui avaient juste vu la notification. Bon, mais par contre, il y a quelques mois, ça m'a évoqué en fait une méthode assez similaire, c'était Hitch. Donc Hitch, c'est un service de VTC qui prend la défense des banlieues. Il avait fait une publicité qui a été assez saluée, parce que sur le fond, elle est quand même intéressante. Elle dit, regardez, quand on tape banlieue française sur Midjourney, donc un générateur d'images d'IA, grosso modo, on a des scènes de guerre. Bon, est-ce qu'on peut pas améliorer les choses ? Et il avait incité, en donnant l'adresse des employés de Midjourney, ses followers à contacter Midjourney en disant, et à envoyer des photos de belles photos de banlieue, plus positives et tout. Donc, sur l'intention, on dit c'est pas mal. Sur le fond, on est sur la même méthode, vous voyez. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Je ne sais pas combien de mails ont reçu les employés de Midjourney. Est-ce qu'il était justifiable qu'ils reçoivent, bon, peut-être un, si ça a flopé, on ne sait pas, ou 10 000, vous voyez, ça pose question. Donc, les moyens posent question. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est encore une fois les 3 niveaux, selon moi, de discussion. Le débat interne, des guidelines internes au sein de l'entreprise, les
engagements et les chartes sectorielles, il y a eu des chartes, notamment mises en place par la SCC sur la communication verte responsable, et le niveau légal, avec notamment l'entrée en vigueur début 2024 d'une quasi-interdiction, par exemple, des allégations sur la neutralité carbone, qui est selon moi très nécessaire, parce que c'était un peu la foire, tout le monde disait qu'il était neutre en carbone avec des labels qui étaient plus ou moins honnêtes, exactement. Est-ce que c'était vraiment des labels même? On pouvait se poser la question. Et donc c'est très bien d'avoir ces trois niveaux-là. Et je terminerai peut-être sur un dernier point pour reboucler vraiment sur la RSE. La RSE au sens pur de l'objet, c'est que quand on dit agence, communication corporate et RSE, on pense aussi, mission concrètement vendue de RSE auprès des clients. Et ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est des missions qui peuvent être pas toujours très fascinantes parce qu'elles sont assez complexes, assez ardues, mais ce qui est fascinant quand même théoriquement, c'est que justement là, en fait, ce que je viens de dire sur les questionnements que se font les agences sur elles-mêmes, en fait, là, c'est multiplié, c'est monté au carré, parce qu'en fait, il y a la question, en fait, des méthodes internes et de la manière dont on se présente et comment on travaille en tant qu'agence, qui se vient, en fait, s'additionner, en fait, aux enjeux de l'entreprise, qui elle-même a des enjeux de méthode en interne et de manière de les présenter. Et là, encore une fois, en fait, il y a énormément de chantiers à faire qui sont cadrés par des directives. On a évoqué la directive CSRD qui va bientôt rentrer en vigueur. On a énormément de supports qui sont des supports incontournables, le rapport de développement durable, le rapport annuel intégré, qui en fait et qui peuvent en plus se déployer autour de stratégies de communication et de partage de ces informations. Et là, c'est extrêmement intéressant justement parce que c'est un peu la pierre de touche qui vient un peu tester en fait l'ensemble de ces engagements, et engagements pris par les agences et engagements pris par les entreprises dans des contenus qui là plus que jamais en fait doivent être cohérents et engagés. Et j'ai fini. Vous allez faire une synthèse. Merci beaucoup à vous. J'ai remercié tous les intervenants. C'était assez intéressant. Moi, je me pose la question comment les agences vont en fait changer cette conception. C'est que de la com. C'est en fait pour les publics, c'est un peu difficile de s'apercevoir les discussions qui s'y passent dans les agences, les réflexions. Et je me demande même si c'est en intérêt des agences de changer cette conception la communication, c'est quelque chose de faux. Et aussi, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Et après, on passe aux questions des publics. Merci. Sur c'est que de la com et comment on arrive à répondre à ça. En fait, et comment on arrive aussi, je pense qu'il y a un peu la question, de ce que j'ai compris, la question un petit peu de la boîte noire, je dirais. En fait, on sait pas trop comment ça fonctionne. C'est un milieu, c'est quand même. Quand on est en soirée et qu'on parle de notre métier à des gens qui ne le connaissent pas du tout, c'est parfois difficile de le faire comprendre, quoi. Exactement. Moi, j'aime bien le travail de Clément Viktorovitch, par exemple, qui est devenu très célèbre entre-temps, depuis que je l'ai connu, qui est un enseignant en rhétorique. Et en fait, il dit que le meilleur moyen, en fait, d'avoir un impact positif et de faire en sorte à la fois d'améliorer en fait les pratiques des experts de rhétorique, des communicants, et de partager leur métier, c'est justement de montrer leur méthode. Et c'est justement d'augmenter, de faire en fait la pédagogie au niveau sociétal de qu'est-ce que c'est que l'art de la parole, qu'est-ce que c'est que bien parler, quels sont les arguments, etc. Je pense que c'est quelque chose. En fait, dès qu'on essaye de montrer un peu les recettes dans un secteur d'activité quel qu'il soit, il y a un premier réflexe qui consiste à dire oh non, on va voir comment on travaille, on va révéler des secrets. Je pense qu'en réalité, au contraire, c'est plus un aiguillon à la fois pour plus de créativité, plus d'honnêteté, plus d'efficacité au sein des agences. Et en plus, un aiguillon pour une amélioration du débat public et je pense sortir justement du cliché de c'est que de la com. Je dis ça parce que je comprends pas trop ce qu'ils font et en même temps j'ai un peu peur, je trouve que c'est un petit peu le diable, etc. Merci beaucoup pour cette réponse. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, je vous... Petite question justement sur le lien entre créativité, qui vient après d'être employé là, entre créativité et RSE, parce que il y a beaucoup de gens très jeunes qui n'ont pas connu les années 80, la pub hyper bouillonnante, où ça disait, ça créait des imaginaires de fous, etc. Et maintenant, moi, quand je vois la pub, je vois toujours bon pour moi, bon pour la planète. J'ai l'impression que tout le monde dit la même chose. Alors c'est la pub, c'est pas la com, il y a la com au sens plus large, où il y a plein d'autres canaux et plein d'autres supports, mais quand je vois bon pour moi, bon pour la planète, quand je vois tous les constructeurs automobiles qui doivent dire
ne prenez pas votre voiture, prenez votre vélo et allez à pied. Donc comment la créativité se débrouille de ce contexte hyper contraignant et dans lequel tout le monde doit aller plus ou moins dans le même sens? La créativité, c'est se différencier. Donc comment vous, agence de com, vous aidez vos clients à se différencier? Comment construisez ça? Les différencier. La pub, c'est quand même censé montrer des images spécifiques et créer le désir, enfin en tout cas faire qu'on va aller vers cette marque-là. Pour vous répondre rapidement, parce que je pense que ça va, vous avez certainement d'autres réponses. Moi, je pense déjà par rapport à la publicité, il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé qui est celui de la croissance, et que je pense qu'une fois qu'on a parlé des limites planétaires, il faut aussi interroger cette question de la croissance. Et la publicité est quand même, l'un des, comment dire, des rouages de la croissance. Donc, si on pose la question en ces termes-là, on se dit bon bah, quand même, ça interroge quand même la survie du secteur de la publicité. Mais bon, mais après, sinon, sur le côté créativité, je suis d'accord. Je trouve que plus de réglementation, de plus en plus de politiquement correct aussi. Parce que bon, on a parlé de Balance ton agency. C'est vrai que, et bon, et par opposition à la pub des années 80, bon, je veux dire, il y a des choses il y a des évolutions qui sont dans le bon sens, mais du point de vue de la créativité, de l'humour, du coup, c'est vrai que, on se pose régulièrement la question de ah bah tiens, ça c'est drôle, mais est-ce que ça sera bien reçu? Et du coup, c'est vrai qu'on se freine, on se bride beaucoup plus. Et le résultat, souvent, c'est qu'on a quelque chose un rendu qui est assez lisse pour ne froisser personne, et ça pose question. Donc ça, c'est... Moi, j'ai pas la réponse. En tout cas, je sais que c'est un sujet c'est un sujet de débat et de réflexion chez nous et chez plein d'autres, clairement. Et le dernier point, c'est le sujet des représentations et des imaginaires. C'est qu'effectivement, le côté bon pour la planète, et donc acheter un véhicule électrique, c'est mieux que d'acheter un véhicule thermique. Et je pense que plus collectivement, c'est pour ça que je parlais de la Convention des entreprises pour le climat, nouveaux imaginaires, il y a une réflexion à mener sur les récits qu'on raconte et la représentation du monde qu'on veut véhiculer, quoi. Et ça, je pense que c'est au-delà du secteur de la com et de la pub. Il y a des réflexions autour de la science-fiction, de la fiction, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de fictions qui sont quand même aujourd'hui encore très centrées sur un modèle de réussite, dont on parlait avant, etc. Donc, et ça, je pense que c'est des questions qui sont éminemment créatives, que les créatifs se posent clairement, et où je pense que là, pour le coup, moi j'ai l'impression que, mais c'est le processus créatif, j'ai l'impression que ça va venir que de la diversité et que des tentatives. C'est-à-dire que une campagne qui réussit à être créative tout en intégrant toutes ces contraintes qu'on a gérées, ouais, bravo. Et en fait, et c'est tellement dur que du coup, ça va être interpellant, et je pense que ça va faire boule de neige auprès de tous les autres créatifs derrière. Des exemples justement en tête de choses qui ne sont pas sorties de chez vous forcément, mais qui vous trouvez super fort, fin, dans ce contexte-là de RSE qui a en même temps. Hexagonal, ouais, oui. Si, j'aime bien. Alors, moi, je l'aurais pas. Mais parle-en. C'est pas forcément celui-là qui me serait. Oui, alors, j'étais en mode un peu brainstorm du coup. Non, en fait, je trouve ça intéressant en tout cas sur Hexagonal parce qu'en fait, il est donc alors, okay, voilà, exactement. Donc c'est ce qu'on appelle un film vision ou un film manifeste en fait. Donc il pose un petit peu une vision de la marque SNCF. Voilà, il raconte un petit peu la vision de la marque en lien avec quand même pas mal. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est ancré dans des tendances très actuelles, donc ce qu'on appelle la publicité un peu ou la communication lifestyle. Il est en lien aussi avec des tendances où on entend un slammer. Il a 2-3 ans, ouais.
il repasse de temps en temps, ou il y a des variantes qui repassent de temps en temps. Chose que je trouve intéressant, c'est qu'aussi, il est quand même s'il porte un discours de vision d'entreprise et de vision un peu environnementale, il porte aussi en sous-main, on va dire, un discours de vision un petit peu plus sociétale, hein, avec une valorisation, en fait, on va dire, du dialogue entre une France éternelle et une France du futur, voilà, ni conservatrice, ni futuriste, enfin les deux, en fait, d'une certaine manière. Je trouve qu'il porte beaucoup de choses et qu'il arrive à porter, à mettre en mots dans une histoire, finalement, un projet d'entreprise. Même si c'est pas dit en disant on va investir tant de milliards, etc. Oui, mais moi je suis dans ce milieu-là. En fait, c'est pour ça. Donc c'est peut-être mon biais pour le coup. Moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi là-dessus, alors je peut-être pas d'autres exemples, mais c'est ce que dit Raphaël Llorca, donc penseur un petit peu des marques politiques, et enfin le rapport entre marques et politique, il dit notamment qu'en fait les marques ont énormément de mal, et donc par derrière la publicité a énormément de mal à être contracyclique. Ce qu'il entend par là, c'est qu'en gros, elles sont plutôt procycliques, c'est-à-dire qu'elles peuvent aider à accélérer des mouvements déjà enclenchés. Elles peuvent aider à débloquer des blocages, mais dans un mouvement général. Par contre, ça va être très compliqué pour le coup, voilà, parce qu'en fait, c'est pas dans l'intérêt ni économique de l'entreprise, etc. Donc, aller vraiment à l'inverse en fait d'un mouvement pour la publicité, c'est pas forcément toujours très simple. Je pense que c'est déjà une leçon un peu d'humilité pour nous, et en même temps, à la fois une leçon d'humilité, c'est qu'on va pas complètement changer le monde à nous tout seuls, contrairement à ce que j'ai dit, et en même temps. Exactement. Et en même temps que, comment dire, ça peut, par contre, qu'on n'est pas gratuit pour autant. Et en étant procyclique, il y a quand même cette idée, ce besoin en fait d'être là pour accélérer les mouvements et donc d'avoir vraiment une utilité. Il me semble que je voulais dire autre chose, mais je l'ai plus, donc je laisse la parole. Juste réagir sur, alors pas au niveau pub produit, mais c'est vrai que nous, la créativité, c'est une question qu'on se pose aussi beaucoup parce que dans la création d'outils numériques, sites internet, applications, c'est très compliqué de respecter les différentes normes et de rester quelque chose de créatif. Et souvent, on nous dit, déjà on l'a eu, ça fait des années qu'on l'a sur l'accessibilité, un site accessible, c'est un site moche. Voilà. Et puis, du coup, avec les différentes normes qui sont mises en place, par exemple pour les sites institutionnels, les sites administratifs et autres, de se cantonner à faire un design système de l'État, et du coup, ils ont tous la même tête. Et donc, on a enlevé toute part de créativité, de notion de marque, voilà, c'est pour aller à l'essentiel. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que les utilisateurs s'y retrouvent et est-ce que les utilisateurs finalement n'ont pas l'impression d'être à chaque fois sur la même chose et de ne pas savoir où est-ce qu'ils se trouvent, voilà. Donc je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est que finalement ceux qui vont réussir à s'en sortir, de sortir de ce côté un peu tous pareils, on va les retenir. Sur la partie RGESN, par exemple, l'ADEME a été l'un des premiers à faire un site éco-conçu et à se démarquer un petit peu. Et du coup, à lancer, on a vu, nous, pas mal de... on voudrait faire comme eux. Voilà, comment on fait pour faire pareil? Donc, il y a beaucoup de suiveurs. C'est vrai qu'il y a moins de précurseurs. Mais voilà, on a cet enjeu aussi sur l'aspect communication via Internet. Et souvent, oui, le fait de devoir respecter des normes casse un peu la créativité. Il y avait un exemple qui me venait en tête. On est dans une industrie qui produit beaucoup une auto-justification quand même. Et je prends ma part, je parle d'auto-justification. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des débats en interne sur les dilemmes, et c'est ce que je appelle à l'exploit, sur les dilemmes que certains clients nous posent, et d'avoir ce débat aussi avec les clients. Et en termes de communication commerciale, il y avait un exemple qui me venait, qui est une boîte qui fait de l'eau en canette aux États-Unis, qui s'appelle Liquid Death. Et donc, ils ont un dilemme. Il faut vendre de l'eau, et dans quoi on vend de l'eau? Est-ce qu'on la vend dans du plastique, ou on la vend dans des canettes? Donc, eux, ils ont fait un choix, on peut en discuter, mais ils disent que finalement les canettes ont des filières de recyclage qui sont plus simples que le plastique. Et donc, ils font une pub extrêmement provocante en assumant complètement ce dilemme de dire on vend de l'eau, il faut bien vendre, et nous, on fait le choix très radical, et ils l'expriment dans leur publicité, qui sont des publicités
extrêmement stridente avec des ensembles qui semblent être, voire plutôt de la bière dans ces canettes qui sont plutôt de la et c'est assez intéressant de voir ce cas-là parce qu'en termes de créativité, ils vont assez loin en ayant un discours très pro-environnemental puisqu'ils développent aussi des goodies qui sont des, je ne sais pas si vous avez déjà vu leurs goodies, ce sont des très mignonnes petites tortues qui ont des canettes, des tiges de coton-tige qui leur passent dans le nez, qui sont pétrées dans des filets, voilà, qui sont des images assez choquantes. Et là, ils arrivent quand même par le biais de la créativité à la fois à vendre leurs produits et à sensibiliser à ce sujet tout en se prenant vraiment le dilemme pleine face, et sans se cacher trop le ciel avec un. Je ne sais pas si vous connaissiez cette notion. En communication corporelle, vous n'auriez pas un autre exemple? Vous y croyez pas avec SNCF. Moi j'aimais bien la pub Renault. Hein. Il y avait une pub Renault, alors en plus qui avait été analysée comme étant ayant été publiée juste après un petit peu les résultats des dernières européennes, il me semble, où il y avait une percée du Front National ou des dernières élections, je ne sais plus exactement lesquelles, et qui était Made of France en fait. C'était son slogan à la pub Renault. Moi je suis toujours sur des exemples très corporate, hein, c'est mon métier. Hein. Ah bon, on sent quand même une filiation. Hein. Et en fait, qui arrivait à mettre, enfin, il montrait différentes visions de la France, qui montraient une France à la fois éternelle et tournée vers l'avenir, à un moment politique intéressant où en fait finalement c'est une sorte de prise de parole politique de Renault en tant que marque quand même très patrimonial et très aimé des Français, et avec en plus dedans des vues de la France, mais pas que. En gros, il y avait genre les plus beaux villages du Luberon et des cités, et on projetait du Piaf, enfin des images de Piaf sur les images d'immeubles des cités, on projetait plutôt du Slammer sur les images de villages du Luberon. Je trouve qu'il y avait quand même là quelque chose d'assez intéressant. Alors peut-être qu'on peut dire que ça parle principalement à un public déjà multiculturel, etc. Mais malgré tout, pour une marque très patrimoniale et tout, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez engagé et d'assez intéressant.